Une première là-bas. Si quelqu'un peut lui passer le micro. Une deuxième, Charles Tibi. J'appelle tous les orateurs, peut-être, à la tribune. Non? Vous vous invitez, voilà, très bien. Vous pouvez venir? Non? D'accord. Merci. Je voudrais faire deux réflexions à propos du don d'ovocytes. La première réflexion est relative aux résultats que nous avons en France, dont vous avez dit qu'ils étaient de 20%. Je crois qu'il faut dire qu'ils sont entre 20 et 27% actuellement, mais qu'ils sont surtout corrélés au fait que nos donneuses en France sont dans l'ensemble plus âgées que dans les autres pays. Et ça demande quand même à être bien dit, bien exprimé, puisque nous devons suivre la législation, c'est-à-dire que la donneuse doit avoir un enfant déjà, et alors que dans les pays étrangers, on voit des donneuses qui sont toutes jeunes, 18-20 ans, ce qui évidemment n'est pas notre recrutement. La deuxième réflexion, c'est simplement pour remercier Sylvia Varèse d'avoir souligné le fait qu'on peut avoir des insuffisances ovariennes prématurées après choc émotif. Dans notre expérience, nous le rencontrons pas relativement souvent, mais pas rarement. Elles font partie de celles qui, justement, peuvent avoir des grossesses spontanées. Et je pense que dans le questionnaire et dans la recherche étiologique systématique, la question de savoir s'il n'y a pas un choc émotif qui est à l'origine, ou en tout cas qui accompagne l'installation de tableaux d'insuffisance ovarienne prématurée, doit faire partie, doit être posée. Merci. Première réponse sur l'âge très court. Vous avez parfaitement raison, madame, sur l'âge des donneuses. Nous n'avions pas le temps de tout expliciter, mais vous avez raison de le souligner. Je voulais juste préciser deux choses. Vous avez tout à fait raison sur le côté émotionnel, et j'ai 3 expériences, soit après une chirurgie, soit après 2 chocs émotionnels où les femmes ont été enceintes ensuite. Donc ne pas se presser se presser pour l'annonce. Laisser penser que, mais bien vérifier que c'est persistant dans le temps, parce que quelquefois on a l'air un peu bête quand la femme arrive enceinte et qu'on a des taux de FSH qui sont rédhibitoires. Je voulais juste rajouter quelque chose aussi sur le don d'ovocytes. Vous avez raison, dans les pays étrangers, on sait très bien comment se recruter les donneuses, d'accord? Il y a une rémunération, donc les donneuses sont jeunes parce que, par exemple, en Espagne, ça sert à payer les études des donneuses, elles sont souvent étudiantes, etc. Donc ça marche mieux, hein. C'est aussi un facteur à prendre en compte. Je voudrais dire qu'on a quand même beaucoup progressé à l'Agence de la biomédecine avec l'aide du GEDO également, donc moi je peux peut-être dire du Conseil d'orientation, on a mis en place la campagne, on est actuellement au Conseil d'État, c'est-à-dire qu'on est quasiment au décret, d'accord? On est au Conseil d'État pour le remboursement des frais de la donneuse. Comme l'a dit tout à l'heure Joël, les CHU, en tout cas les centres hospitaliers qui prennent en charge le don d'ovocytes devraient rembourser tous les frais de déplacement, les frais inhérents au travail que la femme n'a pas fait, les traitements, les hospitalisations, l'hébergement, etc. Donc un certain nombre de frais. 50% le font. Donc on a réussi à obtenir que la donneuse soit considérée entre guillemets comme malade et donc prise en charge par la solidarité nationale, c'est-à-dire par la Sécu. C'est au Conseil d'État. Je ne désespère pas que dans les mois qui viennent, le décret puisse être publié. Voilà. Et puis, dernière chose, pour répondre à la polémique d'hier, dans le rapport de l'ABM, auquel j'ai quand même un peu participé au Conseil d'orientation, il est bien évident que je m'interrogeais sur l'ouverture au centre privé du don d'ovocytes et de l'accueil d'embryons, et non pas sur l'assistance médicale à la procréation au centre privé, parce que dans ce cas-là, on serait vraiment très mal, nous, les centres publics, si les centres privés s'arrêtaient de faire de l'AMP. Voilà, ça a été mal interprété, mais on a quelquefois des poètes qui réécrivent nos textes. Je vous tenais à le dire. Ça, c'était important de le préciser. Très, très court, Sylvie, si tu veux. Oui, juste une remarque très courte. D'abord, je voulais vous remercier pour la façon dont s'imbrique très très bien vos topos. C'était très intéressant. Une remarque. Il me semble que au moment où on annonce l'insuffisance de réserve ovarienne prématurée, on est très mal à l'aise et qu'on a vraiment envie de proposer immédiatement le don d'ovocytes et que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il me semble qu'il faut qu'il y ait un temps entre l'annonce, laisser les gens maturer et puis que ce soit eux qui reviennent nous voir en nous disant « Et alors, qu'est-ce que vous me proposez ?» Et là, une partie du chemin est faite. Je pense qu'on a appris ça en diagnostic anténatal. L'annonce de la malformation, on avait envie de faire les choses très vite et on a appris avec les psys avec qui on travaille qu'il fallait laisser ce temps de deuil. Et c'est peut-être pas une bonne comparaison. Moi, je trouve qu'elle n'est pas mauvaise et je pense qu'à l'heure actuelle, on se défausse trop de cet effet d'annonce en proposant très vite le don. Bon, on va laisser